Certains chercheurs et scientifiques, avec une approche matérialiste, pensent que l'humain est une machine froide et conditionnée, qui ne répondrait qu'uniquement à des mécanismes de causalité, l'empêchant de ce fait d'avoir le moindre impact sur sa propre vie. Il est vrai qu'il est intéressant de voir à quel point certains pans de l'existence nous limitent grandement. Il s'ensuit certaines questions sur la liberté humaine, notamment quand l'on s'intéresse à notre fonctionnement biologique, avec des « sommes-nous vraiment libres ?» Sommes-nous plus qu'un tas de conditionnements réagissant à des stimulus extérieurs et intérieurs, liés à notre biologie depuis l'enfance, enchaînés à nos cerveaux? Nous ne pouvons distinguer le monde qu'à travers les limites qui nous ont été inculquées. Éducation, apprentissage conditionnel, biologie, génétique. Au fond, la question serait qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui nous appartient à nous et qui ne nous a pas été transmis? Peut-être ne sommes-nous que de simples marionnettes dirigées par un déterminisme nous dépassant, conduisant nos âmes perdues tout droit vers le chemin de nos sépultures. Cette quête de ce qui nous appartient, est légitime et je pense plutôt saine, car elle nous permet d'exercer une forme de contrôle sur le monde et de lutter un tant soit peu contre l'angoisse même de l'existence. C'est la connaissance qui nous libère. Et pour cette quête de connaissance, philosophie, science, biologie et art peuvent nous accompagner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à travers les écrits du prix Nobel et neurobiologiste Henri Laborie, nous vous accompagnerons sur les vastes étendues biologiques et philosophiques d'un comportementaliste. Face au monde, il existe différents types d'individus, ceux qui fuient, ceux qui combattent et ceux qui tombent. Dans son livre, Henri Laborie, célèbre neurobiologiste, nous explique les différents mécanismes d'adaptation de notre système nerveux et notamment la manière dont celui-ci réagit face à un stimulus douloureux. Il est important de savoir pour cette vidéo, même si cela est quelque peu ennuyeux, que la structure biologique a une fonction, garder un état d'homéostasie, soit un état d'équilibre, et comme le dit Henri Laborie, nous ne vivons que pour maintenir notre structure biologique. Nous sommes programmés depuis l'œuf fécondé pour cette seule fin, et toute structure n'a pas d'autre raison d'être que d'être. Cet état d'équilibre est permis grâce à un mécanisme principal du système nerveux, l'action. Cette action pourrait être résumée par la fuite de la douleur, nous amenant sur les sentiers du bien-être, soit de la gratification hormonale. Vous me direz alors que je me trompe, car le combat cité plus haut n'est pas une fuite. En quelque sorte, oui et non, car le combat est aussi une fuite, dans la mesure où ce mécanisme est opté pour éviter la douleur, la peur, l'insatisfaction d'une pulsion ou un dommage potentiel futur. Dès lors, il est important de comprendre que la fuite n'est pas un mécanisme de lâcheté, mais un mécanisme adaptatif, et que même en cas de simple fuite, il faut mieux parfois fuir ou se cacher que de périr. Henri Laborie dit ceci: le système nerveux commande généralement une action. Si celle-ci répondra à un stimulus nociceptif douloureux, elle se résoudra dans la fuite, l'évitement. Si la fuite est impossible, elle provoquera l'agressivité défensive, la lutte. Si cette action est efficace, permettant la conservation ou la restauration du bien-être, de l'équilibre biologique, si en d'autres termes la stratégie mise en œuvre est gratifiante, elle sera mémorisée pour être reproduite. C'est comme cela que se construit une partie de votre structure. Face à une situation désagréable ou traumatisante, vous apprendrez un mécanisme adaptatif que vous sélectionnerez darwiniennement. Vous pourrez alors l'utiliser en boucle face à toute situation similaire. Il arrivera même, pour certaines personnes en cas de traumatisme violent, d'exporter ce mécanisme de défense à toutes les situations. Cela permet d'expliquer chez certains de nos congénères des comportements excessivement agressifs, ou pour d'autres une fuite permanente, ou encore des capacités hors du commun à ignorer toute situation inconvenante. Si vous êtes normalement constitué, varier entre 3 éléments, donc fight, flight or freeze, devrait se faire naturellement. Or, si vous êtes traumatisé, l'articulation entre ces 3 mécanismes sera plus difficile. Pour vous donner un exemple, si courir vous a fait survivre, alors il est possible que vous vous mettiez à courir toute votre vie. Enfin bref, recentrons-nous sur notre sujet. S'il est impossible de fuir ou de combattre, alors le système nerveux, qui a comme première fonction l'action, passera en inhibition d'action, ce qui peut s'apparenter à un état dépressif chez l'homme ou chez l'animal. Mais contrairement à l'animal, nous avons plus de façons d'affronter la réalité que la simple fuite ou combativité. Car nous, contrairement à l'animal, nous possédons un refuge que celui-ci n'a pas, l'imaginaire. Cela peut être un endroit où nous terrer et nous enfermer, lieu de protection, mais aussi parfois de destruction.
Dans une expérience décrite dans son livre, Henri Laborie met parfaitement en valeur cette fonction première qu'a le système nerveux de mise en action. Dans la première situation, un rat est enfermé dans une cage séparée en deux. Le rat va recevoir des décharges électriques par la voûte plantaire. Avant chaque décharge électrique, des signaux lumineux et bruyants s'activeront. Il apprendra alors par renforcement positif à éviter les décharges en changeant de compartiment. L'expérience sera répétée pendant 7 jours et cela 7 minutes par jour. Celui-ci n'aura aucun problème de santé et absolument pas d'hypertension suite à l'expérience car la mise en action lui permettra d'esquiver la situation douloureuse. Son système nerveux pourra alors pleinement exercer sa fonction, agir. Dans le deuxième cas, 2 rats seront mis dans la cage mais ceux-ci seront bloqués dans un des 2 compartiments sans pouvoir esquiver les décharges électriques. Ils se mettront alors à se battre, mais entendons-nous bien, cette lutte est inefficace pour éviter la douleur et pourtant, aucun des 2 rats ne fera d'accident pathologique, car le système nerveux qui sert principalement à agir pourra remplir ses fonctions. Enfin, dans le dernier cas, un rat subira des décharges dans la même cage sans pouvoir fuir ou se battre. Son système nerveux passera alors en inhibition d'action. Il fera de l'hypertension causée par l'hormone du stress et son équilibre biologique sera perturbé, celui-ci tombera malade plus facilement et ce jusqu'à 1 mois et demi après l'expérience. Des symptômes similaires peuvent être retrouvés chez l'homme, ulcère à l'estomac, hypertension, angoisse, hausse de cortisol. Ce qui s'est passé dans les situations est particulièrement intéressant, car cela signifie que l'affrontement est une solution, même si celui-ci n'a aucun effet direct sur la douleur subie. Cet affrontement permet de trouver son bouc émissaire qui rééquilibre notre organisme. Trouver un ennemi permet donc d'extérioriser ce que l'on vous a fait. Si vous ne dirigez pas cette douleur ou souffrance en dehors de vous, elle restera alors en vous et finira par se retourner contre votre propre organisme. La violence retournée contre soi va de la dégradation physique à la maladie psychosomatique jusqu'au suicide qui est l'autodestruction ultime. Ce point est donc particulièrement intéressant et permet d'expliquer l'utilité des boucs émissaires qui ont bien souvent rien à voir avec la souffrance réelle de la situation, mais qui permettent malgré tout d'évacuer cette haine et cette colère en nous. En d'autres termes, par ce procédé, notre organisme maintient sa fonction principale, l'action, qui, elle, permet l'équilibre biologique. Bien entendu, nous ne sommes pas aussi dupes que ces rats, nous sommes plus complexes, donc le lieu de notre bouc émissaire face à notre souffrance ne sera pas forcément physique, comme décrit dans l'expérience d'Henri Laborie. Il sera soutenu par une complexité imaginaire et logico-sémantique. L'imaginaire émerge de l'insatisfaction de la réalité, de l'incapacité à trouver une source de plaisir suffisante à cette réalité. Il nous permet de fuir une réalité trop difficile, tout comme le permettent les drogues, les médicaments, l'art, la recherche de connaissances ou même la psychose. Ces différentes fuites nous servent de béquilles et nous aident à traverser les épreuves. Ce sont nos grottes où nous pouvons en quelque sorte récupérer parfois un peu d'énergie, malgré le mal qu'elles peuvent occasionner. L'insatisfaction face au monde pousse donc à la fuite. La fuite peut mener à l'imaginaire qui, lui, mène à la création. Avec cette information, il est simple de détruire une civilisation et de facto un homme. Donnez-lui un palliatif qui lui permette d'encaisser ce qu'il ne devrait pas subir, occupez la place de sa douleur et vous supprimerez l'imaginaire. Et de ce fait, vous supprimerez chez l'homme toute capacité à transcender sa condition et donc à se libérer de ses chaînes. C'est en se laissant rêver à autre chose que ce que l'on nous présente que nous pouvons nous libérer et changer notre perception et donc notre monde. L'imaginaire peut être à la fois libérateur et séquestrant, car celui-ci peut certes nous amener à refuser notre condition, en la repensant de bien des manières, mais il peut aussi nous amener à vivre dans des fictions qui n'ont de limite que parce que nous leur en donnons et qui sont de ce fait les plus grandes armes de destruction des foules. Dans nos sociétés modernes, nous faisons face à un paradoxe. Nous n'avons plus de problèmes directs, nous avons trop de temps pour nous faire croire que nous pensons, mais pas assez pour réfléchir réellement. Nous sommes devenus des insomniaques projetés vers le monde et les récits collectifs. Nous devrions nous arrêter, nous asseoir et regarder en nous. L'imaginaire, s'il n'est pas en permanence alimenté par les fictions du monde, peut trouver son aspect libérateur et son envol. Il faut donc lui laisser son juste espace. Les fictions qui nous entourent, il faut s'en méfier, car elles sont bien souvent créées et alimentées par d'autres. Médias, de masse, politiciens. Laborie dit ceci. Le dominant utilise l'imaginaire des plus faibles pour les dominer. Cela est d'autant plus facile que la faculté de création que possède l'espèce humaine est la seule à lui permettre la fuite gratifiante. Rien de plus facile alors, créez la fiction qui fera plaisir à vos sujets
et vous serez roi. Nous sommes dans cette situation comme la femme battue par son mari, et qui pourtant revient après chaque crime car l'imaginaire la fait tenir dans un tunnel qui pourtant n'a bien souvent aucune lumière. L'imaginaire peut être aussi quelque chose de dangereux et de subversif, car il pousse à l'art, à la création, et il étend les limites du possible. L'art est d'ailleurs bien souvent brûlé et menacé dans les dictatures, car celui-ci permet le rêve, et le rêve implique de ne pas faire ce qu'on veut de nous. Recevez du pain et des jeux et vous pourrez supporter des douleurs que nul ne devrait supporter. L'exploitation de ce mécanisme échappatoire chez l'humain permet de le maintenir dans une structure d'exploitation hiérarchique auquel il ne souscrirait pas sans le palliatif de la consommation. Il est aisé de comprendre que pour maintenir un individu dans une situation insoutenable, il suffit simplement de l'empêcher de rêver. Il faut lui présenter une réalité limitée, comme par exemple dans le roman d'Orwell où la novlangue permet de supprimer la pensée et de facto l'imaginaire. Le palliatif doux est symptomatique de notre société. Il maintient l'individu dans des transes légères où la prise de conscience ne serait pas trop grande, où la douleur reste supportable, afin que l'individu moderne aille uniquement chercher de quoi l'atténuer, sans jamais prendre le temps d'effectuer un quelconque changement. Le palliatif doux sert donc à lier l'homme sans qu'il ne s'en rende compte et sans non plus le détruire. Effectivement, nous devons rester exploitables. La société de consommation est le palliatif doux par excellence, car elle ne détruit pas l'individu, elle le maintient, elle l'empêche de rêver. Selon Konrad Lorenz, 2 éléments contribuent dangereusement à l'éviction générale de la sensation de douleur, la pharmacologie et la technologie, soit la société de consommation. On peut dire que celui-ci avait vu juste, car il écrivait ces mots dans les années 70. Aujourd'hui, la technologie nous endort. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo nous font vivre dans des réalités alternatives. TikTok a d'ailleurs été créé expressément pour ça, endormir la population. La Chine le limite car ils en connaissent les conséquences cognitives désastreuses. Les États-Unis se décident d'ailleurs à l'interdire progressivement. Et pour ce qui est de la pharmacologie, les anxiolytiques n'ont jamais été autant consommés. Ils ne soignent pas, mais bien souvent prolongent le souffle de la personne dans une vie que son propre système nerveux a entièrement rejetée. Le système nerveux est passé en inhibition d'action et donc dans un état de soumission. Les médicaments ne le soigneront pas, mais lui permettront de continuer cette course folle. En France, nous sommes les plus gros consommateurs de médicaments par habitant. Soutenir le poids de notre vie se fait donc par le biais de substances psychoactives. Nous revenons donc aux facteurs de fuite cités par Henri Laborie. Drogue, psychose, imaginaire. Le problème de la première est qu'elle est devenue un instrument de consommation. Et comme je l'ai dit, elle empêche de faire accoucher de l'imaginaire. Les drogues, qu'elles soient douces ou dures, nous empêchent de sortir de nos transes et nous font accepter un patron que nous ne supportons pas, accepter un état que nous ne désirons pas, accepter des lois que nous ne souhaitons pas. Il faut donc des drogues suffisamment fortes pour que tu ne te révoltes pas et suffisamment douces pour que tu ne te détruises pas. Toutes ces transes nous ont été amenées par différentes techniques de manipulation. On peut penser à la publicité effectuée par Edouard Bernays, les nudges, soit l'influence douce avec Richard Thaler, ou encore les récits collectifs. Toutes ces transes, nous les acceptons haut et fort, tout simplement car elles nous empêchent de faire face à une réalité, celle de l'existence. Nous prenons ces palliatifs certes sous influence, mais nous en faisons le choix, car nous avons peur. Plus précisément, nous sommes angoissés face à l'existence et son sens qui nous dépasse. Nous sommes dès lors prêts à ingurgiter n'importe quoi pour évincer notre pensée de nos systèmes nerveux. Il est donc important, selon moi, d'accepter la douleur de l'existence inhérente à celle-ci, pour pouvoir en quelque sorte la transcender, et ne pas tomber dans un système de consommation qui nous permettrait une fuite qui bien entendu soulage, mais qui ne change rien aux causes de nos souffrances. Se rebeller n'est bien souvent pas non plus la solution, selon Henri Laborie, car toute révolution, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de la soumission à l'intérieur du groupe. Et la révolte seule aboutira rapidement à la soumission du révolté. Il ne reste que la fuite. Choisissez donc votre moyen de fuite et choisissez-le bien. Pensez-y, la fuite a sa raison d'être. Si elle s'est installée chez vous, c'est qu'elle répondait à une demande. Il faut donc l'intégrer pour la transcender. L'indulgence peut parfois être une ressource, car une drogue, si elle ne nous détruit pas, peut nous servir d'appui pour pouvoir un jour accepter pleinement l'existence. En effet, digérer cette existence nécessite des appuis ressourçants, du moins jusqu'au jour où nous pourrons enfin les lâcher. N'oublions pas que l'objectif est d'accepter l'existence telle qu'elle est.